Bonjour à tous, j'espère que vous passez un super summit, dernière session de la journée. Si je vous dis 4%, 4% c'est le pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre du numérique. Si le numérique était un pays, il serait à la 7e position des plus gros émetteurs de la planète. C'est énorme. Pour autant, on ne pense pas forcément que le cloud computing peut nous aider à justement diminuer et à notre empreinte carbone, mais surtout à relever tous les défis du numérique en lien avec la durabilité. Après, le problème du cloud computing, c'est qu'il faut savoir l'utiliser de manière efficiente et optimisée. Je me présente, je m'appelle Adrien Lebray, je suis Solution Architect au sein des équipes d'AWS France et bienvenue dans cette dernière session de la journée, mesurer et optimiser la durabilité de vos applications dans le cloud. Je suis accompagné de Juan Diaz, Solution Architect au sein d'AWS également, et de Jean-Michel Blanc, CTO d'Equateur, qui nous fera un retour d'expérience sur les pratiques, et les bonnes pratiques surtout, qu'il a mises en place en termes de durabilité au sein de son entreprise. Pour les prochaines minutes, donc les 40 qui arrivent, on va faire des rappels. Vous êtes sûrement passé sur le boost développement durable, sustainability, qui est présent sur l'un des 3 étages. L'idée, c'est que maintenant, on va faire un petit rappel du modèle de responsabilité partagée. Mais l'idée, c'est qu'on a envie de vous mettre en avant certains KPI de durabilité qu'on appelle les proxymétriques et comment vous allez pouvoir les mettre en application avec vos indicateurs métiers. AWS est aussi là à vos côtés et l'idée c'est qu'à la fin de cette session, vous sortez avec plein de ressources que vous allez pouvoir mettre en application dès à présent à la suite de ce summit. Et enfin, Jean-Michel vous fera un retour d'expérience. Justement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a tous des points communs et surtout 6. On a 6 défis en commun qui sont les défis d'une informatique durable. Tout d'abord, et je suis sûr que vous allez vous reconnaître au moins un, deux, voire les 6. Le premier, c'est diminuer l'impact carbone, classique. Mais là où je veux mettre en avant aussi dans ces défis, c'est que votre département IT ou le département cloud, ils sont là pour résoudre tous ces défis d'une informatique durable. Il y a également la notion d'identification des meilleures pratiques pour concevoir des applications durables. On va les voir juste après. Mais il faut aussi être conscient de la réduction de la consommation énergétique des opérations informatiques, tout en prenant en compte certains facteurs qu'il faut apprendre à calculer. Ce sont des défis de comprendre à calculer les émissions actuelles. Enfin, il va falloir que vous appreniez, vous allez apprendre à la fin de cette séance à prioriser les initiatives d'optimisation tout en mettant en pratique ce que vous allez apprendre au sein des autres départements de votre entreprise. Merci Adrien. Du coup, on commence avec la responsabilité partagée. Je pense que vous connaissez déjà. Ok, pardon, excusez-moi. Vous connaissez déjà, il existe les modèles de responsabilité partagée au niveau de sécurité. Donc, les choses que je voulais montrer aujourd'hui, je pense que vous l'avez déjà vu en quelques sessions. Il existe aussi les modèles de responsabilité partagée au niveau de durabilité. Donc, du coup, on se partage la responsabilité. Il y a une responsabilité que c'est la prend AWS, que c'est la partie du cloud, vous savez, la partie du cloud, et la responsabilité du client, c'est qu'est-ce que vous mettez dans le cloud. Donc, du coup, c'est dans le cloud. Les choses que j'aime bien faire, c'est en comparaison avec une machine à laver. Donc, du coup, par exemple, on vous proportionne une machine à laver A++++. Donc, du coup, ça, c'est la machine. Mais si vous lavez à chaque fois une chaussette, donc, du coup, ce n'est pas optimal. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est important que les clients soient responsables de ce qu'ils mettent dans le cloud. Donc, du coup, de quoi on s'engage? C'est quoi nos responsabilités? Toute la partie gestion des serveurs, refroidissement, gestion d'eau, gestion des déchets. Ça, c'est nous, et entre autres. Et vous, l'architecture que vous mettez à l'intérieur, aussi la qualité du code à l'intérieur. Donc, du coup, je vais vous présenter déjà ce que nous on fait. La durabilité du cloud. À quoi on s'engage? Donc, on est engagé à avoir 100% d'électricité renouvelable d'ici 2025. À ce moment-là, en Europe, on est déjà à 100%. Mais l'idée, c'est d'avoir dans toute la planète AWS 100% d'électricité renouvelable d'ici 2025. Et très positif en haut. Ça veut dire quoi positif en haut? On ne peut pas inventer l'eau. Ça, on ne peut pas le faire. Les choses qu'on fait, c'est qu'on réutilise l'eau dans nos data centers. Et à chaque fois qu'on établit un data center, on fait des programmes pour transformer l'eau non potable en eau potable. Comme ça, on est water positif. L'idée, c'est l'être d'ici 2030.
ça c'est important. Réduire aussi les émissions de carbone dans les opérations, dans toutes les opérations du groupe Amazon, pas seulement AWS, et s'engager en faveur d'une économie circulaire. Par exemple, les choses qu'on fait, c'est qu'on réutilise tout ce qu'on peut réutiliser, sauf les choses qu'on ne peut pas faire au niveau de sécurité. Et par exemple, l'année dernière, on a élargi la vie utile de nos serveurs de 5 à 6 ans. Donc, du coup, ça veut dire que moins on renouvelle nos serveurs, ça veut dire que moins d'impact ils ont sur la planète. Donc, du coup, c'est nos engagements. On a aussi un outil qui s'appelle AWS Migration Evaluator. C'est un outil qui nous permet de mesurer l'impact carbone on-premise et combien on va épargner quand on migre vers le cloud. Pourquoi on dit qu'on va épargner? Il y a 451 recherches, il a fait une étude, et ils ont déterminé qu'un workload sur le cloud, il consomme 5 fois moins d'électricité qu'un workload on-premise. Pourquoi 5 fois moins? C'est par exemple quand vous avez un TGV. Si le TGV il va remplir, l'impact carbone de chaque personne, il est moins. Et nos serveurs, ils sont beaucoup plus remplis à 90% du temps parce qu'on fait le partage des clients. Ça veut dire un serveur, on a plusieurs clients. Maintenant, Adrien, il va vous parler sur la partie de durabilité dans les clouds. Merci. Merci, Juan. Justement, quid de la durabilité dans le cloud? Justement, ça peut faire peur au prime abord, mais justement, l'objectif de cette session, c'est vous expliquer que la AWS est aussi là pour vous aider. On est à vos côtés pour vous donner un maximum d'outils pour justement vous occuper de la durabilité dans le cloud. Vous êtes sûrement des architectes au sein de la salle. La durabilité prend de plus en plus de place quand ça concerne la mise en place d'une architecture. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça devient une exigence non fonctionnelle qui est de plus en plus demandée par les entreprises. On avait le FinOps pour la partie coût, maintenant on a le GreenOps pour la partie durabilité. Et c'est pourquoi nous avons ajouté un pilier, le pilier du Well Architected Framework pour le développement durable. Pour ceux qui ne le savent pas, le Well Architected, c'est tout simplement le livre de chevet des architectes depuis presque 10 ans maintenant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce pilier développement durable qu'on a ajouté il y a à peu près 2-3 ans, l'idée, c'est qu'il donne toutes les bonnes pratiques sur 6 domaines différents, comme la sélection de la région, l'alignement sur la notion de logiciel et matériel, la gestion des données, la notion des process et de culture. C'est tout plein de bonnes pratiques qui sont disponibles dès à présent sur le QR code ici présent, mais on vous donnera l'ensemble des ressources à la fin de cette session. Restez jusqu'au bout. L'idée aussi, j'aimerais rentrer dans chacun des détails de ces 6 domaines. Mais la meilleure personne qui peut en parler, c'est Équateur, qui a mis en place l'ensemble de ces best practices. Et je pense que la meilleure des choses à faire, c'est un retour d'expérience de Jean-Michel par la suite. Mais quelque chose que je voulais mettre en lumière dans ce pilier, c'est un processus d'optimisation de la durabilité. Ce process, on l'utilise depuis des années quand on met en place une architecture. Mais là, dans le cadre de la durabilité, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cadre de la durabilité, il faut qu'on puisse identifier des objectifs d'amélioration. On entend par là, du côté d'AWS, c'est par exemple, on veut réduire son impact carbone. C'est très large, c'est un des défis que j'ai pu vous mettre en lumière dans les premières slides, mais il faut savoir identifier ou pouvoir consommer moins. L'objectif aussi de cette session, c'est de vous expliquer comment on peut vous aider à réduire vos coûts, améliorer les performances de vos applications, tout en minimisant votre impact carbone. Et ce process, justement, il peut paraître classique, mais il va vous aider là-dedans. Parce que la deuxième étape, quand vous avez fini d'identifier ces objectifs, il va falloir les évaluer. Les évaluer en termes de coûts, d'impact sur l'environnement, mais aussi de risque opérationnel. Lorsque vous les aurez évalués, il va falloir les prioriser en mode, excusez-moi, il va falloir les prioriser et les planifier, dans le sens, est-ce que vous allez pouvoir faire cette mise à jour le plus tôt possible et avoir un impact immédiat, ou est-ce que je vais avoir un impact sur le long terme? Ensuite, dit priorisation, planification, dit test. Vous avez des environnements de test, des environnements de pré-production. Il faut valider les hypothèses de ces améliorations que vous aurez identifiées en l'étape 1. Et dès que vous les aurez testées et validées, il faut les passer en production. Mais ce n'est pas parce que vous les avez déployées
qu'ils vont pouvoir avoir cet effet, parce que peut-être que sur le long terme, ça ne va pas avoir les impacts que vous aurez imaginés et identifiés à l'étape précédente. C'est pourquoi ce processus, en fait, c'est un cycle. C'est un cycle, il va falloir recommencer. Peut-être que vous allez pouvoir mettre à jour ces améliorations notamment. Mais c'est pour ça qu'on a mis le QR code juste ici pour pouvoir rentrer dans les détails. Je vais Merci, laisser Adrien. Erwan maintenant sur la partie Du coup, KPI. maintenant, on va parler des KPI de durabilité. Donc, du coup, c'est les proxymétriques, pardon. Donc, là, on a mis une cheminée. Et les choses qu'on a montrées, c'est que la cheminée, elle a décentré, par exemple, la qualité du bois. Après, ça rentre dans les systèmes. Et après, il y a une émission de CO2. Mais il faut surveiller ce qu'on met dans le système. C'est important, c'est important. Ce qu'on met dans le système et les process qui y a à l'intérieur. C'est un peu comme ça qu'on fait aussi en durabilité sur les clouds. On a les entrées, que c'est les besoins métiers qui deviennent un process opérationnel et une utilisation des services AWS. L'utilisation des services, il y a un impact direct sur les coûts. Les plus vous utilisez, les plus vous payez. Mais aussi, l'utilisation des services, il y a un impact sur l'énergie et les ressources matérielles. Et ça a un impact sur les scopes 1, 2 et 3. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les scopes 1, 2 et 3 du Greenhouse Protocol. Juste au cas où, je vais vous faire une petite comparaison. Si on a une voiture électrique, le scope 1, c'est la pollution de cette voiture électrique elle-même sur la planète. Normalement, une voiture électrique, le scope 1, c'est presque zéro parce que le scope 1, la voiture électrique, il n'a pas de CO2. Par contre, le scope 2, c'est les CO2 qu'on dépense pour alimenter cette voiture. Ça, c'est le scope 2. Donc, du coup, on voit que l'énergie, elle affecte le scope 2. Et finalement, le scope 3, c'est combien on a consommé pour produire cette voiture, par exemple, ou les batteries de cette voiture. Ça, c'est le scope 3. Du coup, on voit qu'il y a les métriques d'entrée, après il y a l'efficacité de notre infrastructure, et après il y a les sorties. Mais il faut surveiller les métriques d'entrée. Nous, on a un outil, en parlant des scopes 1 et 2, on a un outil qui permet de mesurer les scopes de votre compte ou de votre organisation. Il s'appelle le Carbon Footprint. Et par exemple, ici, vous le pouvez voir dans votre compte. Vous pouvez rentrer dans votre compte, vous pouvez le voir, c'est activé pour tous les comptes. Vous voyez votre impact carbone de votre compte ou de votre organisation. Et ici, vous voyez combien c'est l'impact actuel et combien ça serait l'impact si vous étiez resté on-premise. C'est un bon outil et il vous donne le scope 1 et scope 2. OK, maintenant, pardon, excusez-moi. Maintenant, on va parler des KPI de durabilité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en relation les proxymétriques avec les métriques métiers. On va mettre en relation des choses techniques avec des choses métiers. Donc, par exemple, ici, on a calcul d'heures des processeurs virtuels, gigas de stockage provisionné et gigas de réseau transféré. Du coup, ça, c'est les proxymétriques. Et maintenant, on va les mettre en relation avec des métriques métiers. C'est ça qui nous intéresse. Donc, par exemple, c'est les nombres de ventes, les nombres de clients inscrits et les nombres de transactions traitées. Donc, qu'est-ce que ça nous donne à la fin? Ça nous donne à la fin heures de processeurs virtuels par vente et, par exemple, gigas stockés par client des programmes de fidélité. Et c'est ça les métriques qu'on a et on va vouloir améliorer. Cette slide, elle est très, très chargée. Je suis au courant. Les choses qu'on voulait vous montrer, c'est quelles mesures on peut commencer à faire déjà. Vous pouvez commencer déjà vous-même à faire maintenant pour commencer à améliorer vos durabilités sur les clouds. Du coup, on va voir la première, par exemple. La première ligne. Donc, du coup, on va, par exemple, migrer vers Graviton. Je ne sais pas si vous connaissez Graviton. Oui. Graviton, c'est un processeur que nous avons développé et qui consomme beaucoup moins d'électricité que les processeurs normaux. Et une migration des bases de données vers Graviton, c'est très facile à faire. Par contre, il y a un impact très grand au niveau de sustainability. Et avec une complexité pas très forte et avec un temps effort medium. Donc, par exemple, là, vous pouvez voir qu'il y a des choses que vous pouvez déjà commencer à faire pour améliorer votre durabilité. Et là, si vous voulez prendre une photo de les slides, peut-être ça peut vous servir dans un futur. Il y a des gens qui sont en train de le faire. Merci beaucoup, Adrien. Yes. Hop.
Justement, en introduction, j'ai pu en mettre en lumière que AWS était à vos côtés pour optimiser la durabilité de vos applications. Et justement, Juan a cité Graviton pour la partie processeur. Mais il y a plein d'autres services qui sont mis à votre disposition, qui sont des outils de recommandation en lien avec la durabilité. Je ne sais pas si vous voyez un peu le pilier que je vais pu vous introduire tout à l'heure. Là, il y a 5 des domaines. La partie matériel et services, processus et culture, la notion de logiciel et architecture notamment. Et en fait, on a des services qui aident justement, qui vous aident là-dessus. Je n'ai pas forcément envie de vous mettre en lumière des services vous avez sûrement vous avez l'habitude d'utiliser, par exemple le cost management. Moi, j'ai envie de mettre en lumière des services qu'on n'a pas trop l'habitude de mettre en avant, comme par exemple Amazon Code Guru. Amazon Code Guru, par exemple, il vous permet de vous mettre en lumière des lignes de code qui sont coûteuses. Ou encore Amazon S3 Storage Lens, qui met en lumière les zones froides notamment. Mais il y en a un qui me titille un peu, c'est celui du Compute Optimizer. On n'en parle pas assez, mais celui-là, il va vous permettre de mettre en lumière les instances EC2 ou les volumes EBS qui sont surutilisés, sous-utilisés, qui n'ont pas la bonne instance associée. Et c'est un service qui est constamment amélioré, donc comme la majorité de nos services au sein d'AWS. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a 51 nouvelles instances EC2 qui peuvent être prises en compte par AWS Compute Optimizer. Je suis sûr que vous avez des instances dites zombies. Ça pourrait être intéressant aussi de l'utiliser pour ce use case. Enfin, il y a une mention du Cloud Intelligence Dashboard. Et ce dashboard, justement, c'est un lien vers GitHub. Et en fait, c'est un modèle, c'est un framework qui est open source. Et justement, l'idée de ce framework open source, c'est qu'il va vous mettre en lumière les KPI de durabilité que Juan a pu vous introduire et que vous allez pouvoir mettre en lumière avec vos indicateurs clés de performance. Si vous voulez, à la fin, on va vous donner l'ensemble des ressources, mais je pense que la meilleure façon, c'est de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est un modèle, comme je l'ai dit, un framework open source qui est très intéressant et il permet, donc côté Équateur, ils vont le mettre en lumière après, la notion de région. C'est où est-ce que sont vos régions sur la carte. Et il y a aussi la notion Oui, pour 2025 donc, du coup, notamment. on peut voir par exemple où se situe votre workload et par rapport à la couleur, on voit si vous êtes déjà dans une zone ou une région, pardon, 100% d'électricité renouvelable ou pas. Comme ça, vous voyez où se retrouvent vos ressources au niveau de si on est 100% ou pas encore renouvelable. Et ce qui est intéressant aussi, par exemple, si vous êtes dans une optique de migration de vos computes, de vos applications vers un processeur type Graviton, eh bien, grâce à ce dashboard, vous allez pouvoir, en scrollant un petit peu, voir l'évolution et le pourcentage par type d'instance. Tout à fait. Et aussi, vous pouvez voir aussi si vous avez des vieilles instances qui traînent. Ça veut dire parce que nous, l'idée, c'est que nous, quand on sort de nouvelles instances, on s'améliore au niveau de durabilité. Donc, du coup, si vous avez des vieilles instances qui traînent, ce n'est pas l'idéal. Donc, du coup, ici, vous pouvez les voir aussi. Et à la fin, vous avez des liens vers les ressources, des piliers. Tout est lié aux piliers. Les métriques sont liées aux piliers. Donc, du coup, tout est lié. Et justement, il y a aussi la notion dans ce dashboard de storage et de stockage. Si vous souhaitez faire des migrations notamment, voir un peu les zones chaudes, les zones froides, c'est un très bon dashboard pour avoir une vue globale sur l'ensemble de vos applications. Et si vous voulez diminuer la consommation des gigas, vous pouvez voir où vous vous trouvez. Enfin, dans ce dashboard, il y a aussi la notion de data transfer également qui est mise en lumière. Du coup, data transfert entre zones, entre régions et aussi vers l'extérieur. Donc, du coup, si jamais vous voulez améliorer ça ou diminuer et trouver des trafics qui n'est pas nécessaire, qu'on ne sait pas pourquoi il est là, vous pouvez les regarder ici aussi. Donc, du coup, c'est vraiment un outil qui nous permet de voir une vision globale des comptes, où on se trouve par rapport à compute, par rapport à les régions, par rapport à la partie réseau et comment on peut s'améliorer. On vous invite à les déployer dans vos environnements. On sait tout ce que vous allez faire demain. Je laisse la main maintenant à Jean-Michel. Merci. Merci Erwan et Adrien. Donc j'ai un défi à relever aujourd'hui, on est en fin de journée, on est un peu fatigué, on a une journée intense.
Donc, c'est de vous parler de notre retour d'expérience Équateur en 15 minutes par rapport au pilier durabilité qui a été montré tout à l'heure. Je voulais vous demander aussi, déjà, dans un premier temps, qui connaît Équateur? Ah, on a quand même quelques mains qui se lèvent, d'autres que je compte pas parce que je les connais là-bas. Ok, très bien. Donc, Équateur, on est un fournisseur d'énergie renouvelable. On est le 5e fournisseur d'énergie en France aujourd'hui. On est reconnu, on a le label B Corp depuis plus de 3 ans, et également aussi le label Green Tech Verte. On est dans le French Tech 120. Et le petit dernier qui vient d'arriver, c'est celui-ci, c'est l'Impact 40. En fait, c'est les entreprises qui ont un impact social et environnemental. Ça va revenir. Et donc, on vient d'avoir ce label la semaine dernière. Et puis, on est une équipe composée de 200 personnes et 85 personnes dans la tech, ici à Paris. Donc, comme le titre de cette session l'indique, on va parler de la durabilité dans le cloud. Donc, on ne parlera pas des extractions minières, des devices, de tout ce qui est lié à ça, ni du fait de recycler et de bien choisir ces devices. Et ça me permet de passer un petit mot pour Emmaüs Connect, si vous avez des devices qui sont un peu, enfin, on va dire, que vous voulez recycler ou donner. Donc, vous pouvez aussi les donner, ça servira à d'autres personnes qui sont en précarité numérique. Donc, on va se focaliser aujourd'hui sur la durabilité dans le cloud. Donc, on va commencer avec les débuts d'Équateur. Donc, Équateur, on a ouvert le service commercial en septembre 2016. À l'époque, on avait, j'allais dire pas trop de choix, en tout cas moins de choix qu'aujourd'hui, puisqu'effectivement, la région France n'existait pas. Donc, on a choisi la région Irlande, qui aujourd'hui est d'ailleurs alimentée en 100% énergie renouvelable. Donc, je vous ai mis le lien aussi, vous pouvez voir sur ce graphique le détail sur vos régions et comment elles sont alimentées. Et donc, on est de base, dès le départ, avec Équateur en cloud native. Donc, on a commencé, c'est toujours difficile de dire, on a voulu sortir un MVP, donc la durabilité, même si on est fournisseur d'énergie renouvelable, en gaz, en électricité renouvelable, biométhane, etc. Il y avait un lien pour nous de dire, autant utiliser la bonne ressource au bon moment et juste ce qui est nécessaire. Donc, au début, on a sorti un MVP, ce n'était pas le sujet au départ. Puis, en lien avec les métiers, on avait un sujet SEO. Donc, pour être mieux référencé, forcément, on va commencer à s'intéresser à la performance, l'aspect performance. Enfin, c'est un des indicateurs du SEO, par exemple. Donc, on s'est mis à baliser un parcours utilisateur, à travailler sur la taille des images, le fait qu'elles soient pas resizées au chargement du navigateur. Puis, on a mis en place des indicateurs techniques sur le nombre de requêtes, les temps de réponse sur les requêtes, mettre des index en base de données. On a eu aussi la chance, petit à petit, de passer par l'effet capital. Donc, on est passé sur capital. Vous avez dû entendre parler de l'effet capital. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Vous pourrez trouver, il y a eu des vidéos d'autres choses sur lesquelles je parle de cet effet capital. Mais en tout cas, une des bonnes pratiques, c'est effectivement de faire des benchmarks, de faire des tests de performance sur les services. Donc, c'est à ce moment-là aussi qu'on s'est mis à faire ces tests de performance, mettre des index en base de données. Les temps de réponse sont meilleurs. C'est mieux pour l'utilisateur, c'est mieux pour les ressources, la durabilité et pour nos clients. Et ensuite, on s'est mis à mettre en place aussi, d'un point de vue front, la partie cloud front, avec des edges qui sont au plus proche de l'utilisateur. Et donc au départ, Cloud Front mettait à disposition le gzip. Aujourd'hui, le Brotli, donc est encore plus performant en termes de compression. Donc de base, est proposé dans Cloud Front. Et c'est vraiment simple à mettre en place. Donc si vous voulez gagner aussi rapidement en performance, c'est intéressant. Et bien sûr, en gestion de cache avec un CDN, ce qui est quand même intéressant. Et c'est là aussi qu'en termes de mindset, je dirais, chez Équateur, on s'est mis à parler petit à petit d'un point de vue performance au départ vers de l'efficience, c'est-à-dire d'utiliser juste les bonnes ressources au bon moment. Donc il y a eu un petit déclic qui a été fait, qui s'est déclenché à ce moment-là. Puis petit à petit, sur la partie virtualisation, optimisation, au début d'Équateur, on était simplement sur des EC2. Donc nos services tournaient sur des EC2 classiques. Puis on s'est mis à... Donc les EC2, c'est quand même des VM qui tournent. Donc on est déjà on n'est pas sur un serveur physique, parce que moi j'ai connu aussi,
Peut-être que certains d'entre vous dans la salle ont connu ça, mais il fallait commander des serveurs. Mes équipes les mettaient à disposition, ça prenait 3 mois. Aujourd'hui, on n'a plus ces contraintes-là. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est la VM sur un serveur physique. Et bien sûr, si on veut optimiser encore plus, on est passé sur du Kubernetes de notre côté. Pardon. Et donc, moi, je vous encourage aussi à utiliser les services managés. Le but n'est pas d'avoir des admins Kubernetes chez nous ou des admins base de données, mais effectivement des services managés qui peuvent gérer ça mieux que nous dans tous les cas. Donc, pareil, c'est là où le mindset côté FinOps, on l'a mis en place petit à petit. Et on a mis en place des choses assez simples, finalement, qui sont accessibles à tout le monde, comme l'arrêt des serveurs de test la nuit et le week-end. En général, on se repose, on ne travaille pas. Donc, juste en arrêtant ces serveurs-là, il y a un impact sur la planète, parce que si vous éteignez votre ordinateur chez vous, on va moins consommer d'énergie. Et en même temps, vous y retrouvez sur votre facture. Donc, c'est intéressant des deux côtés. Et comme le disait tout à l'heure Adrien et Erwan, donc on est passé sur des serveurs managés bases de données en RDS, donc des bases de données Postgre dans notre cas. Et là, vraiment, c'est très très simple à utiliser. En quelques clics sur la console ou via vos scripts Terraform, vous gagnez sur votre facture et aussi sur la planète, puisque c'est 26% d'énergie en moins qui est consommée par ces processeurs-là. En termes de culture et de process et de culture, je voulais mettre en avant ça, le Sustainable Challenge. Donc, on a participé 2 années de suite, donc c'est en décembre 2022 et décembre 2023. En fait, c'est sur 4 mois le challenge, et le résultat du challenge est à la fin de l'année. On a terminé 2e en 2022 et premier effectivement en 2023. Ce qui est très intéressant dans ce challenge-là, donc c'est organisé par l'API Days, vous avez les informations ici, c'est que ça inclut tout le monde. Ça inclut les métiers, donc les designers, les développeurs, la partie infrastructure et exploitation des services, donc sur toute la chaîne. Et l'architecture, je ne l'ai pas cité, c'est quand même important. Et du coup, ça permet aussi de petit à petit d'éveiller les équipes à cette culture et à mettre en place aussi, dès la phase de conception, si vous le pouvez, des bonnes pratiques en termes de durabilité. En parallèle, bon, je pense que vous avez tous entendu parler de la fresque du climat, donc on a été fresqué entre guillemets en interne. Et la fresque du numérique, moi j'ai eu la chance de la faire, on ne l'a pas encore fait au global chez Equator, mais c'est un sujet qui est intéressant en termes de culture. Et puis, comme je vous l'ai dit, le but de ce challenge a permis de mettre en place des pratiques à long terme. Donc, on s'est mis en place un canal Slack, on s'envoie des informations et on alimente petit à petit notre réflexion. Et une des victoires, je dirais, intéressantes, que ce soit pour nos clients et pour nous, en termes de culture ou de travail, c'est que, par exemple, on s'est rendu compte que sur notre application mobile, certaines fonctionnalités n'étaient pas utilisées. Et donc, on a travaillé avec le métier. On avait des indicateurs, bien sûr, qui montraient qu'est-ce qu'utilisaient nos clients. Et effectivement, on est même arrivé avec le métier à enlever des fonctionnalités qui n'étaient pas nécessaires ou utiles à nos clients. Et donc, ça optimise effectivement tout ce qui se passe derrière. Donc, c'est vraiment un travail conjoint avec les différents acteurs que vous voyez sur le slide. Et je vous ai mis quelques indicateurs plus vraiment concrets. Donc, typiquement, en termes de performance, on est passé à de l'optimisation de 10 pods Kubernetes à 3 pods. Alors pourquoi? Parce que grâce au challenge, on s'est aperçu qu'on avait mal configuré justement les différentes limites pour adapter la charge, le scaling. Donc ça permet aussi de se rendre compte d'erreurs de configuration. Et là, on les a optimisées. De passer aussi au lancement de l'app de quelques appels, parce qu'on appelle, on est dans fournisseur d'énergie, donc on montre sur la page de l'app votre consommation et on montre l'empreinte carbone aussi. Et donc, pour calculer tout ça, on fait un certain nombre d'appels. Et donc, on a optimisé tout ça. Pareil au niveau des bases de données. Et donc, d'un point de vue utilisateur, puisque sur la première page de l'application, il y a un certain nombre de graphiques et de schémas qui s'affichent au fur et à mesure si vous scrollez. Et donc, voilà, on est passé à... On a mis du cache, on a optimisé ce cache par rapport à ça. Alors,
quelques autres éléments chiffrés dont je voulais vous parler. Effectivement, on a parlé d'indicateurs proxy, de différentes choses. Nous, on s'est dit, en fait, on va passer sur quelque chose de simple qui nous parle, nous, en termes de métier. Donc, c'est un conseil que je vous donnerais. Il faut commencer par un indicateur qui est simple. Effectivement, même Werner Vogels, le CTO j'allais dire d'Equator, le CTO d'Amazon, d'AWS, a effectivement parlé lors de sa keynote à Los Angeles de dire le coût devrait être un non-functional requirement. Donc c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est de se dire qu'est-ce que l'application que je développe, qu'est-ce qu'elle va coûter. Donc pour nous, un indicateur qui est intéressant, c'est le coût par compteur, le compteur d'énergie dans notre cas, métier. On a essayé de mettre en place aussi des choses, je vous l'ai listé ici, la partie coût par application, par équipe. L'idée n'est pas de mettre des équipes, de dire tiens ça coûte plus cher que d'autres parce que les applications ne sont pas similaires. Une application de facturation n'est pas similaire à une application d'un front client, etc. C'est plutôt de responsabiliser finalement les équipes, mais on a de la difficulté. Aujourd'hui, on ne l'utilise pas, on ne l'exploite pas. On a tagué des ressources, mais on n'est pas encore satisfait pour diffuser ça au sein des équipes. Je vous ai montré aussi, je vous ai fait un petit calcul qui vous montre la charge EC2 économisée. On fait ça depuis 2018, donc effectivement, c'est des serveurs qui ne tournent pas, enfin en tout cas les serveurs virtuels ou des pods qui ne tournent pas et qui ne sont pas consommés. Et puis, un point important que je voulais citer quand même, en ayant de la visibilité, en étant juste sur Internet, disponible sur Internet, oui, vous êtes du trafic légitime et également de l'illégitime. Donc, c'est aussi de mettre en place des points de blocage par rapport à ça, puisque ça crée du trafic qui est un faux trafic. Et en mettant en place du WAF AWS avec le WAF V2 en plus qui est sorti, qui est plus performant, qui est plus intelligent, ça permet en tout cas d'avancer sur cette partie-là. Et on utilise aussi Cloudflare avec un bot management qui est plutôt performant et qui nous accompagne bien pour protéger en tout cas les données de nos clients. Et moi, je voulais vous parler, donc tout à l'heure, on a vu l'outil Carbon Footprint d'AWS. Et moi, je voulais vous parler de Cloud Carbon Footprint. C'est un outil qui est quand même assez reconnu aujourd'hui. C'est un outil open source qui est multi-cloud. Donc nous, on fait que du cloud AWS, mais si vous êtes multi-cloud, vous pouvez l'utiliser pour du multi-cloud et même de l'hybride. Donc c'est vachement intéressant. Et je voulais vous montrer, on a un historique d'1 an là sur ce que je vous montre. Ça, c'est les données qu'on a qui tournent sur notre prod. Je voulais vous montrer justement l'arrêt des serveurs le week-end, donc on le voit. Le soir, on ne le voit pas, mais le week-end, on le voit. Ça, c'est un exemple de benchmark de test de performance qu'on a fait pour s'assurer qu'on pouvait tenir une charge. Prévenez bien AWS quand vous faites des tests de charge, sinon ils vont pas être toujours contents. Et puis, ça, c'est pour montrer où on a mis en place plus de ressources. On a gagné des clients sur cette période-là. Si je vois bien, je crois que c'est octobre. Et donc, on a mis en place plus de ressources pour intégrer ces clients-là à ce moment-là. Et puis, ça vous montre aussi justement l'impact carbone au global que vous avez. Donc, qui vous donne cet exemple-là, plus sur les différentes régions AWS sur lesquelles vous avez cet impact-là. Donc nous, on utilise principalement la région Irlande. On a des sauvegardes ou d'autres choses sur d'autres régions, mais vous voyez que c'est assez minime par rapport à ça. Quelques pièges à éviter, parce que nous, on est tombé dedans et on s'était dit que c'était une bonne... Je vous en ai mis que quelques-uns, il y en a certainement d'autres que j'aurais pu ajouter, mais en tout cas, je vous ai mis les principaux. Parce qu'au début, on s'était dit, tiens, sur les buckets S3, c'est une bonne pratique de mettre du versionning, de la réplication, de la sauvegarde. Sauf que non, c'est pas toujours une bonne pratique. Ça dépend de vos usages. Bien sûr que c'est une bonne pratique de faire pour la continuité d'activité, de sauvegarder, etc. Mais le versionning, typiquement, on avait nous des fichiers qui se déplaçaient dans le bucket d'un endroit vers un autre. Et donc, en fait, ça versionnait tout ça et on multipliait de manière exponentielle en fait, nos coûts. Et en répliquant tout ça sur d'autres régions, enfin, ce n'était pas une très bonne idée. Donc, on a ajusté ça. Donc, un petit point d'attention sur cette partie-là. Quand on a commencé aussi sur EKS, on avait des conteneurs qui tournaient, qui redémarraient en boucle, le crash loop, vous avez certainement peut-être vu ça. Et donc, on se rendait compte aussi qu'au début, on allait pinguer des secrets mais toutes les 5 secondes, donc très souvent.
Et en fait, bah, ça, qu'est-ce que ça... Enfin, déjà, ça consomme aussi des ressources. On ne va pas changer des secrets toutes les 5 secondes. Mais en plus, bah, ça va vous augmenter votre facture, ça va utiliser des ressources qui c'est pas nécessaire. Et ça a un impact en cascade dans le sens où c'est tracé. Donc, on a CloudTrail. Donc, ça fait plus d'appels CloudTrail pour tracer tout ça. Et puis, je voulais aussi vous citer ça. C'est, je pense, classique, mais vous avez peut-être tous vu des logs debug en prod qui consomment trop, qui ralentissent l'appli. Bah, c'est des choses à éviter. Je voulais juste le répéter ici, profiter de cette occasion pour le répéter. Et également, bah, sur la partie CI, je pense qu'il ne faut pas l'oublier dans la chaîne de construction de l'app, où on se mettait à rebuilder des images très souvent sans cache et ce n'était pas utile. Et du coup, on a optimisé aussi cette partie-là. Et je vous ai mis les services AWS à côté. Hop. Et puis, comme pour faire le wrap-up un peu de tout ça, je voulais rappeler le chiffre qu'Adrien a cité tout à l'heure. Donc, effectivement, 4% des gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc, on est tous acteurs. On peut tous commencer par quelque chose. Même la moindre petite chose sur laquelle on pourra mesurer et avoir un impact, bah, c'est bien. Il faut le commencer maintenant. On voit qu'en plus, il y a une augmentation de 8% par an de ces émissions du numérique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de commencer par un diagnostic. Donc, nous, on est parti sur Hello Carbo. Après, le label B Corp est peut-être un peu plus compliqué, mais ça peut aider aussi pour commencer avec un diagnostic et se dire sur quoi on peut avancer. Je mets vraiment aussi en avant l'aspect culturel, parce que pour nous, ça a aussi commencé avec une boîte qui s'appelle Fairness, qui nous a accompagnés justement sur le Green IT, sur la partie. Elle est venue nous présenter ces sujets, les BBL, les Brown Bag Lunch. Je peux peut-être l'expliquer en 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros, on a un expert sur un sujet qui vient sur le temps de midi, donc vous lui payez le repas, le sandwich du midi, et puis il va vous expliquer ce qu'il a fait chez lui, ou en tout cas les bonnes pratiques. Donc c'est un échange de bonnes pratiques et ça fait effectivement avancer la culture dans l'entreprise. En tout cas, ça éveille les différents acteurs de l'entreprise par rapport à ça. Il y a beaucoup de ressources aujourd'hui. C'est vrai que si on regarde il y a 5 ans, il y avait assez peu, enfin, le sujet n'était même pas existant, je dirais. Je ne sais pas ce que ça sera dans quelques années. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Donc on sait que ça consomme aussi énormément d'énergie. Elon Musk a dit que, je crois hier ou la semaine dernière, que on sera en pénurie d'électricité en 2025 à cause de ça. Bon, on peut l'écouter ou pas, mais en tout cas, oui, il y a un impact de l'IA aussi sur la durabilité. Et donc, on a beaucoup de ressources aujourd'hui pour revenir sur le sujet du. Il y a des MOOC qui existent. Il y a il y a une mission interministérielle qui vous met à disposition aussi des gros fichiers Excel qui vous disent, c'est un peu une checklist, mais c'est aussi intéressant pour commencer, pourquoi pas. Nous, on explore d'autres pistes comme le natif. Donc, on est en Java et PHP, par exemple, en back chez nous. Donc, sur la partie Java natif. Donc, alors, il faut toujours mesurer. Aujourd'hui, on n'est pas encore mature sur le sujet, mais on va couper des arbres au build. Donc, effectivement, il y a un impact fort au build quand on est en natif. Mais effectivement, au run, à l'exploitation du système, on y gagne beaucoup. Donc, il faut voir si au global, c'est intéressant. Donc, c'est à mesurer. Si vous avez des choix aussi, je voulais vous citer ça également. C'est si vous commencez à partir de zéro, je ne sais pas, sur un nouveau projet et vous avez des connaissances ou des compétences. Je vous ai listé, il y a des choix de langage, il y a des études qui sont sorties aussi qui disent que certains langages ont moins d'impact que d'autres, et notamment le Rust, parce que c'est plus près du langage machine. Donc après, bon, les compétences et connaissances, c'est un autre sujet. Et puis la réglementation est en train d'évoluer aussi. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire, on est tous acteurs, il faut s'y prendre dès maintenant. Il y a le RSE des entreprises qui est en train d'évoluer, donc il y a une responsabilité des entreprises par rapport à ça. L'Union européenne aussi sort en tout cas nous accompagne même par la partie Sustainable IT que je vous ai mis ici sur le slide, sur ces sujets. Mais effectivement, il y aura des législations qui vont sortir, donc autant l'anticiper dès maintenant. Et voilà pour moi. Merci beaucoup Jean-Michel. Bon, tu peux rester. Vous pouvez monter sur scène sinon. Tu peux venir. Non, mais merci à tous en tout cas pour votre écoute. Avant de vous envoyer, juste après, on a une slide avec l'ensemble des ressources. Mais ici, chez Amazon, feedback is a gift. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code et mettre ce que vous souhaitez. Et pourquoi 5 étoiles, je ne sais pas. C'est important pour nous.
En tout cas, on espère que vous avez passé une super session, mais surtout un super summit. Il est à peine 17h30, donc vous avez encore le temps d'aller sur le stand Sustainability. Il est à quel étage? C'est au premier étage. Au premier étage. Et pour les call to action, c'est de dès à présent mettre en pratique ces bonnes pratiques et aussi de vous rediriger si besoin vers le solution architect en charge de votre compte pour que vous puissiez essayer de comprendre ensemble quelles sont les bonnes pratiques à mettre en application sur vos applications dans le cloud pour optimiser la durabilité de vos applications. Je peux mettre les liens avec tous les... Hop. Ça, c'est les liens avec toutes les ressources. Donc ça pointe vers le LinkedIn de Juan. Et après, j'ai fait un post avec toutes les ressources. C'est une bonne façon d'avoir des followers. Merci beaucoup.